Bonjour à tous. Donc, je suis Olivier Guéraud, je suis juriste à la CLCV et je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire Acheter sur Internet sans se faire arnaquer, un webinaire ô combien d'actualité à l'approche des fêtes de fin d'année. Ce webinaire vous est proposé par l'association de consommateurs, la CLCV, et par le dispositif cybermalveillance. Alors nous avons avec nous pour la troisième année, et on est très heureux, Monsieur Laurent Verdier, qui est directeur formation, pédagogie et sensibilisation chez Cybermalveillance. Monsieur Verdier va nous présenter Cybermalveillance. On a commencé à en parler, mais il y a beaucoup de choses à dire. Un dispositif ô combien utile pour les personnes qui craignent les cyberattaques ou qui en ont été victimes. Et puis, bien évidemment, il va nous donner les bons conseils pour acheter sur Internet sans se faire arnaquer. Ou n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez via le chat de ce webinaire. Je les recenserai et régulièrement, au cours des interventions de Monsieur Verdier, je lui poserai. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et Monsieur Verdier, c'est à vous. C'est à vous. Eh ben, très bien, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, avant toute chose, parce que c'est important, au nom de Jérôme Notin, donc le directeur général du dispositif national de sensibilisation, de prévention et d'assistance aux victimes de cybermalveillance, je remercie très chaleureusement la CLCV de nous inviter, parce que déjà c'est très très agréable de travailler avec un membre historique du dispositif. Je viendrai un peu plus tard sur notre organisation, très rapidement bien sûr, mais c'est surtout pour nous une occasion unique d'être en prise directe avec le grand public, avec des consommateurs, avec des citoyens et des citoyennes qui peuvent se poser beaucoup de questions par rapport à qui fait quoi sur Internet, la nature des arnaques les plus courantes et surtout, parce que c'est la philosophie fondamentale de cybermalveillance.gouv.fr, quelles peuvent être les différentes ressources que nous mettons à leur disposition pour mieux comprendre et surtout mieux se protéger des cybermalveillances. Alors, Olivier, dites-moi si vous voyez la diapo Très bien, sur le sommaire. Ça très déroule, bien. c'est très bien. Donc, pendant ce webinaire qui nous rassemble aujourd'hui, je vous propose de voir tour à tour, très rapidement, un petit rappel sur nos missions et nos publics. Quelles menaces nous percevons aujourd'hui vis-à-vis du grand public, hein, et avec un peu plus d'1 300 000 parcours d'assistance victime réalisés sur la plateforme depuis 7 ans, on peut dire qu'on a une bonne prise avec le réel et vraiment avec le domaine opérationnel en matière de cybermalveillance. Comme promis, un petit focus sur les achats en ligne. Quels risques et surtout quelles précautions à prendre nous recommandons euh, avant, pendant et après l'achat. Quelles ressources nous mettons à votre disposition pour mieux comprendre les principes généraux et non techniques, hein, c'est très important. Là, on n'est pas là pour parler de technique. Je suis désolé pour tous les amoureux de la ligne de commande, mais c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de rester très, très général, très macro sur les principes fondamentaux sur lesquels reposent les attaques. Donc, quelles ressources? Et ensuite, je toucherai 2 mots de notre programme de e-sensibilisation Sens Cyber, accessible directement sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr avec simplement une inscription, hein, c'est complètement gratuit. Et nous pourrons également parler de cet événement annuel qui consiste à sensibiliser tous les publics, qui s'appelle le Cybermois, et pour lequel, pour l'édition 2024 qui s'est déroulée au mois d'octobre, nous étions tous et nous restons tous cyber engagés. Laurent, je rectifie juste une bêtise. Je viens de vous dire que vous pouviez poser vos questions par chat. C'est une erreur. Vous devez poser vos questions par question-réponse. Q&R, pardon. Excusez-moi. Non, non, mais vous avez ici, c'est très important et c'est important d'avoir des questions et des échanges à l'issue de cette présentation. Je ménagerai également, après chaque grande partie que je viens d'évoquer, je ménagerai un petit temps et Olivier, si vous le voulez bien, vous pourrez me poser les questions qui viennent sur la partie que je viens d'évoquer, s'il y en a. Alors, sans remonter à la préhistoire, tout simplement parler du besoin opérationnel à partir duquel nous sommes nés.
En 2015, nos autorités rédigent la stratégie nationale pour la sécurité du numérique et constatent qu'effectivement, il y a un énorme trou dans la raquette, si vous me passez l'expression, en termes de protection pour trois publics, et non les moindres, les particuliers, les PME, les TPE, les associations, ainsi que les collectivités territoriales. Et ceci pour trois missions essentielles. La première, et peut-être la plus prégnante, une mission d'assistance à une victime issue de ces publics en ligne, complètement en ligne, et qui va permettre à une victime d'identifier, de mettre un nom sur la cybermalveillance, de recevoir des recommandations d'urgence et, si elle le souhaite, d'être mise en relation avec l'un de nos 1200 prestataires informatiques référencés sur la plateforme. Je reviendrai un petit peu plus en détail sur ce parcours d'assistance victime, mais sachez-le, il est ouvert à tous, il est en ligne, il fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et il est là pour vous aider si jamais vous avez un problème. Deuxième mission, concevoir et mettre à disposition, toujours gratuitement, des supports le plus simple possible sur la définition d'une cybermalveillance, sur l'actualité des menaces ou encore divers outils de sensibilisation. Et enfin, troisième mission qui vient un petit peu boucler ce cercle vertueux créé par les deux premières, bien entendu, une mission d'observation au niveau national des cybermalveillances les plus courantes, les plus prégnantes. Et bien entendu, nous remontons ces éléments anonymisés à nos autorités, ce qui permet de mieux aujourd'hui orienter le pilotage des politiques publiques menées dans le cadre de la lutte contre les cybermalveillances. Alors concrètement parlant, la plateforme cybermalveillance.gouv.fr a été officiellement lancée en octobre 2017. Nous venons donc de fêter nos 7 ans d'existence. Alors, la forme juridique qui a été souhaitée, c'est une forme qui permet d'associer les pouvoirs publics, les instances civiles, des grandes enseignes également, nationales et internationales, au travers d'un groupement d'intérêt public. Et ce GIP est fort de 65 membres aujourd'hui, et je rends hommage à CLCV qui nous a rejoint très très tôt et qui est un membre fidèle avec lequel nous travaillons régulièrement, et je m'en réjouis, au travers de différentes actions de sensibilisation comme celle de ce soir. Je l'ai évoqué tout à l'heure, le dispositif, ce sont également plus de 1250 prestataires informatiques de services qui sont référencés sur la plateforme, près de 200 labellisés experts cyber, et je reviendrai très rapidement plus tard sur ce que sont ces labellisés, plus de 280 000 demandes d'assistance émises sur la plateforme pour la seule année 2023, et toujours pour cette même année 2023, plus de 3 700 000 visiteurs uniques sur la plateforme. Alors concrètement, voilà cette petite diapo pour rendre hommage à nos membres, aussi bien les pouvoirs publics que les membres privés ou associatifs, qui participent concrètement à notre gouvernance au travers d'une assemblée générale et d'un conseil d'administration, que nous associons très régulièrement, comme nous l'avons déjà fait notamment avec CLCV, à différents projets ou à la création de contenus, et qui enfin relaient nos campagnes de sensibilisation ou nous permettent, comme ce soir, donc de mieux communiquer avec nos différents publics et à faire connaître nos différents supports dans le cadre d'une mission d'intérêt général. Alors, principalement grâce au parcours d'assistance victime, effectivement, nous percevons un ensemble de menaces qui ciblent nos trois publics, les particuliers, les entreprises ou les associations ou les collectivités territoriales. Bien sûr, ce soir, je ferai un focus volontaire sur le grand public, mais sachez que si vous êtes chef d'entreprise ou responsable d'une collectivité, vous pouvez également venir trouver de l'assistance ou des contenus spécifiques à cette catégorie d'acteurs sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr. Alors, je suis désolé, ça va pas être un scoop, le scoop du siècle, mais vous admettrez quand même que effectivement ces tendances sont très intéressantes parce que là j'ai voulu mettre nos trois publics pour pouvoir percevoir les tendances transverses par rapport aux cybermalveillances. Donc plus de 280 000 parcours d'assistance pour la seule année 2023, un peu plus d'1 300 000 depuis 7 ans.
Que percevons-nous aujourd'hui en France comme type de cybermalveillance? La première et la plus prégnante, notamment pour les particuliers et les collectivités, reste l'hameçonnage. Alors l'hameçonnage, qu'est-ce que c'est? C'est ce faux mail, ce faux SMS, cet appel téléphonique frauduleux par le biais duquel un interlocuteur va tenter de se faire passer pour ce qu'il n'est pas, à savoir un contact, une organisation de confiance, une administration, une personne ou un organisme connu, et donc tromper la victime, mettre en place une mise en scène de manière à pouvoir récupérer de la part de la victime des données confidentielles, bancaires, la faire cliquer sur un lien au bout duquel elle va tomber sur un formulaire, par exemple, pour mettre à jour, soi-disant mettre à jour sa carte vitale et lui faire rentrer des éléments d'adresse, de numéro de téléphone, d'informations bancaires ou personnelles. Ça, c'est vraiment aujourd'hui un véritable fléau, c'est la menace majeure qu'on identifie, tout public confondu, hein, puisque même pour les entreprises et les associations où il est sur la deuxième marche du podium, ben, il est quand même resté longtemps sur la première, et là, il ne le cède que de quelques points au piratage de comptes en ligne. Le piratage de comptes en ligne, eh bien, effectivement, nous avons démultiplié ces dernières années les accès, les services que nous ne protégeons malheureusement le plus souvent que par des mots de passe trop simples, trop facilement devinables, ou alors un mot de passe complexe, mais que nous allons utiliser pour l'ensemble de ces services. C'est-à-dire que si les attaquants se procurent ou devinent d'une manière ou d'une autre ce mot de passe, ils ont accès à l'ensemble de nos activités numériques et ou de nos identités numériques. Troisième menace que nous identifions pour les particuliers, et étonnamment, c'est une vieille arnaque qui s'appelle l'arnaque au faux support technique, qui date de 2017-2018, hein, mais qui perdure et qui touche plus particulièrement nos seniors. Le principe en est très simple, vous naviguez tranquillement sur un site et une fenêtre très anxiogène va s'ouvrir. Vous n'arrivez pas à la fermer puisque la mémoire du programme de votre navigateur a été empoisonnée. Et donc, cette fenêtre atteste que votre ordinateur est attaqué, que des pirates l'ont pris en main et qu'ils ont accès à toutes vos données. Et on vous demande d'appeler un numéro de téléphone par le biais duquel, alors soi-disant mis en place par Windows, par Microsoft, par Amazon, par Apple ou un autre opérateur, peu importe, et en composant ce numéro de téléphone, appel gratuit, mais malheureusement, ça ne va pas rester gratuit longtemps, vous êtes mis en relation avec un faux opérateur qui parle parfaitement français, qui va vous demander d'abord de prendre la main sur votre machine, c'est-à-dire de la commander à distance, et qui va vous faire croire qu'il va réaliser une désinfection de votre système. Mais malheureusement, dans le meilleur des cas, il va installer un programme qui ne servira à rien, et dans le pire des cas, il va installer un véritable programme frauduleux qui va espionner vos données ou l'aider à les exfiltrer, c'est-à-dire à s'en emparer. Et bien sûr, tout ça, en plus, on vous le facture puisque vous êtes censé avoir affaire à un dépanneur informatique. Donc attention, attention, cette cybermalveillance perdure, elle s'améliore année après année. Et comme je l'ai indiqué, elle touche malheureusement le plus souvent nos anciens qui sont pas toujours au courant de qui fait quoi sur Internet, et notamment qui peuvent penser que Windows entretient un service de support technique ou d'assistance à distance. Alors, un petit focus sur les menaces concernant les particuliers. On l'a évoqué, l'hameçonnage, donc une menace vraiment pour nous, la menace principale, tout public confondu, le piratage de comptes en ligne, avec une belle progression pour l'année 2023, puisqu'on a noté plus 22%, l'arnaque au faux support technique, les programmes malveillants en forte hausse également, 67%. Donc on parle de virus, on parle de logiciels qui vont permettre de capturer des frappes clavier et donc des mots de passe. Et également la fuite de données personnelles. Alors effectivement, l'actualité en 2024 risque de modifier ce classement et nous ferons paraître en février-mars prochain, effectivement, notre rapport d'activité, incluant notre état de la menace. Et là, on pourra voir effectivement l'évolution de ces différentes tendances pour l'année 2024. Un petit focus sur l'hameçonnage, et d'ailleurs qui est très en lien avec les achats sur Internet, parce que souvent,
le premier contact qu'on a avec un vendeur ou un site malveillant, c'est par le biais d'un mail ou d'un SMS d'hameçonnage. Donc, comme je l'ai dit, une menace prédominante et vraiment l'hameçonnage est devenu le couteau suisse de l'arnaque sur Internet, c'est-à-dire que il a évolué. Au départ, on avait affaire principalement à de faux mails, soi-disant provenant de votre banque et qui vous demandaient de confirmer votre identifiant et votre mot de passe parce que les serveurs étaient soi-disant en cours de réparation ou de maintenance. Aujourd'hui, on a affaire à tout un tas de campagnes d'hameçonnage qui vont chercher à capter, à vous faire communiquer de la donnée, de l'information, notamment bancaire, pour pouvoir derrière réutiliser ces éléments dans une optique frauduleuse. Donc, comme vous le voyez, on a beaucoup de consultations et de recherches d'assistance pour des faits d'hameçonnage. Et vraiment, c'est la porte d'entrée pour d'autres cybermalveillances, notamment des piratages de comptes, des débits ou des virements bancaires frauduleux, des téléchargements de virus ou encore des arnaques dites aux faux conseillers bancaires. Donc on a affaire effectivement à un véritable écosystème cybercriminel lié à cette méthode d'attaque avec une évolution ces dernières années puisque nous sommes ultra connectés avec nos téléphones mobiles, à savoir l'hameçonnage par SMS. Un focus également sur l'arnaque aux faux conseillers bancaires et qui prouve, s'il en est besoin, la réutilisation très rapide que réalisent les attaquants avec des données qu'ils ont pu collecter par le biais d'un formulaire frauduleux ou d'un mail d'hameçonnage. Et derrière, effectivement, il faut savoir que une fois qu'on possède votre numéro de carte de crédit, je parle pas du code secret, je parle du numéro que vous pouvez communiquer lors d'un achat commercial. Les premiers digits du numéro correspondent à votre établissement bancaire. Donc derrière, les attaquants peuvent vous rappeler en utilisant les coordonnées que vous avez laissées sur un formulaire frauduleux et se faire passer pour le service sécurité de votre établissement bancaire ou tout simplement votre conseiller bancaire et vous demander effectivement de lui transmettre ce fameux code unique que va vous envoyer votre banque au moment d'un achat en ligne. Simplement, l'escroc qui est en train de commettre l'achat en ligne à votre préjudice, c'est la personne que vous avez au téléphone et c'est pas votre banquier. Et effectivement, on a vraiment vu une augmentation significative courant 2023 et qui devrait se poursuivre malheureusement en 2024. Mais pour 2023, c'est 78% d'augmentation de recherche d'assistance concernant ce type de cybermalveillance, avec des préjudices de plus en plus élevés malheureusement. Laurent, est-ce que vous accepteriez qu'on fasse une petite session de Bien questions de réponse? sûr, bien Parce sûr, que bien sûr. ce dont vous venez de parler, l'arnaque aux faux conseillers bancaires, ça, effectivement, à la CLCV, on en a une quantité effrayante. Et en fait, c'est vrai, c'est ce que vous dites. C'est que Ah, Olivier, je ne vous entends plus. Ah, c'est bon. vous m'entendez là? Oui, oui, c'est bon. Ouais. En fait, le pirate vous appelle en connaissant beaucoup de choses sur vous, énormément. Il a votre numéro de carte bancaire, il a tout ça. Et puis, il utilise du spoofing. C'est-à-dire qu'il bidouille le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran en disant, mais regardez bien, c'est bien le numéro de téléphone de votre banque qui s'affiche. Donc, la chose bête, si demain vous appelle en vous disant je suis du service des fraudes de votre banque et il y a une tentative de prélèvement sur votre compte, vous raccrochez et vous rappelez par vos propres moyens votre banque avec le numéro en votre possession pour vous Oui, faire confirmer quoi que ce soit. Il y a beaucoup de gens qui se font avoir, il y a trop de gens qui se font avoir. On se dit mais c'est pas possible, je le repérerai très loin. Bah, pas forcément en fait. Vous avez des gens qui sont extrêmement doués et la meilleure des choses à faire, c'est ça. Vous raccrochez et vous rappelez votre banque. Je pense que c'est vraiment un conseil tout bête. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, ah ben complètement, complètement. J'abonde dans votre sens. En fait, on a face à soi un mode opératoire redoutable. Pourquoi? Le lundi, vous allez recevoir un mail ou un SMS d'hameçonnage qui va vous demander de vous connecter au formulaire de la Caisse d'assurance maladie pour la mise à jour, la soi-disant mise à jour de votre carte vitale. Vous le faites. Vous arrivez sur une page frauduleuse, un formulaire frauduleux sur lequel vous allez rentrer un ensemble d'informations, nom, prénom, date de naissance, numéro de sécurité sociale,
adresse, numéro de téléphone et bien sûr renseignements bancaires. 3 jours après, si ce n'est 2, ce fameux faux banquier vous appelle. Et comme vous le dites, Olivier, il attaque par, comment dire, il utilise une technique qu'on appelle le spoofing en anglais, qui consiste à usurper le numéro de téléphone de l'agence bancaire, de votre agence bancaire la plus proche. Et donc vous pensez avoir affaire effectivement à votre établissement bancaire. Et là, le but, c'est de vous faire rentrer dans ce que j'appelle, et on le décrira après, un petit peu le tunnel de l'angoisse. C'est-à-dire vous mettre la pression et vous faire croire qu'un achat frauduleux est en cours. Et il ne manque jamais de culot, et certains vont jusqu'à dire, mais vous n'auriez pas rempli un formulaire un peu bizarre il y a quelques jours de ça. C'est-à-dire qu'ils vendent eux-mêmes, si vous voulez, la mèche qui leur a permis d'obtenir ces informations. Mais ça donne de la crédibilité, et c'est ça qui est terrible. Et effectivement, comme vous l'avez recommandé, il ne faut jamais, jamais, jamais oublier. Et aujourd'hui, toutes les banques jouent le jeu, c'est-à-dire qu'elles vous envoient des mails réguliers, ceci, vous rappelant que ce fameux code unique qu'elles vous adressent lors d'un achat en ligne ne doit être communiqué à personne et qu'il est strictement personnel. Et bien entendu, le jeu de l'attaquant va être de vous faire communiquer ce fameux code unique pour débloquer l'achat en ligne que lui est en train de réaliser. Donc, c'est vraiment là le cœur de la mise en scène, entre guillemets. Mais il faut tenir bon, il ne faut pas se laisser avoir, il faut demander un numéro de contre-appel, il faut dire qu'on rappellera plus tard. Et voilà, il faut lui demander des renseignements sur son service, son responsable hiérarchique, etc., etc. Faut vraiment ne pas céder. Et je sais que c'est dur dans ces moments-là parce qu'on est persuadé que quelqu'un est en train de vider notre compte en réalisant des achats ou un virement frauduleux. Et puis j'ai une question très pertinente, effectivement, une dame qui me dit, mais je croyais que le spoofing, c'était fini. Alors, les opérateurs ont obligation de verrouiller et de certifier les numéros de téléphone usurpés, mais pour le moment, j'ai posé la question aux gens qui s'occupent de ça, ça ne concerne que les appels qui se dirigent vers vos téléphones fixes. Donc inutile de vous dire que c'est quand même une vilaine minorité. Aujourd'hui, il n'y a rien qui verrouille pour le moment le spoofing quand on vous appelle vers vos numéros de téléphone mobiles. Donc le spoofing, il est plus que jamais en vigueur. Voilà. Et on n'en parle pas beaucoup du spoofing. Alors malheureusement, aujourd'hui, certains services pardon, sur Internet permettent de pouvoir usurper soit une adresse IP, hein, si on veut se connecter à un serveur, soit un numéro de téléphone. Ce qui fait que la personne qui reçoit l'appel ou la connexion pense avoir affaire à un correspondant, alors qu'en fait, il n'en est rien. Le numéro est uniquement affichable. C'est pas le vrai numéro, mais c'est ce qui apparaît affiché pour le récipiendaire. Et puis peut-être pour terminer, Laurent, j'ai des questions dont on parlera après. Vous voyez, ça concerne le piratage, les mots de passe, ça vous allez Oui, l'évoquer oui, après. Mais tout à fait. directement sur cybermalveillance, il y a quelqu'un qui me dit, mais on signale quoi à qui? On me parle de signal spam, on me parle de choses. Est-ce qu'on peut signaler un cybermalveillance? Quel est le rôle de signal spam? Les gens, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aider la lutte contre tout ça? Alors, on y reviendra effectivement quand j'évoquerai un petit Aussi, peu d'accord. Ok. que faire si je suis victime, et on verra que cybermalveillance.gouv.fr en tant que tel n'est pas une plateforme de signalement. Par contre, vous pouvez être mis en relation avec différents types de plateformes, certaines associatives, d'autres officielles, gouvernementales, qui vont vous permettre d'obtenir plus d'informations, de déposer plainte, de signaler les faits à un service de police ou de gendarmerie, ou encore de signaler effectivement des mails suspects à une organisation comme Signal Spam. Merci. Alors, le cœur du sujet aujourd'hui, les achats en ligne. Quelles précautions prendre? Bien entendu, je vous invite, et on le verra au cours des diapos qui suivent, à venir, ne pas hésiter à venir compléter ce que je vais évoquer, parce que bien entendu, là, on est limité par le temps, puis c'est pas le but. Hein, le but, c'est vraiment de lancer des grandes lignes d'action, mais n'hésitez pas à venir compléter tout ce que je vais pouvoir évoquer sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr. D'autant plus que nous sommes en période de promotion avec cette semaine ou ce jour noir, comme on voudra. Voilà, où nous sommes aujourd'hui harcelés, c'est peut-être un petit peu fort, mais en tout cas, les pubs et les messages promotionnels pullulent aujourd'hui par rapport à cette fameuse tradition du Black Friday, voilà, et également
pour la période des fêtes qui arrive. En amont d'un achat en ligne aujourd'hui, les premières mesures à prendre avant d'acheter, bien entendu, c'est de vérifier la confiance et surtout la réalité, la crédibilité du site marchand sur lequel on se prépare à faire l'achat. S'agit-il d'un professionnel installé depuis longtemps? Est-ce qu'il a pignon sur rue? Est-ce que le site est localisé en France, au sein de l'Union européenne ou alors à l'international? Et ça, c'est important parce que normalement, ces éléments d'information sont contenus dans les mentions légales du site. Il faut savoir que la base juridique qui va vous lier à ce site d'achat, et plus particulièrement pour les contestations ou un problème, si jamais il survient, dépend de sa localisation. Donc, il est très important, effectivement, de vérifier de quel régime juridique dépend le site en question. Quels moyens avez-vous pour contacter ce site ou son service achat? Est-ce que c'est un simple mail? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Est-ce que ce téléphone est français? C'est une plateforme française ou pas? Ça aussi, c'est très important dans l'optique, effectivement, de régler un problème ou un différend avec ce service. Quid des conditions contractuelles? Sont-elles accessibles, lisibles, compréhensibles? Est-ce qu'elles vous semblent claires? Est-ce que vous pouvez les imprimer? Et tous ces éléments-là, vous allez les retrouver dans ce qu'on appelle les conditions générales de vente qui, normalement, doivent être proposées sur tous les sites marchands. Le site en question est-il adhérent, fait-il partie d'une fédération professionnelle? Ça peut être également un label de qualité ou de confiance. Et ça, c'est très important de le vérifier, puisqu'en cas de contestation, on peut aussi remonter ces éléments au niveau de la fédération dont il dépend. Quelle est la réputation? Quelle est la notoriété du professionnel sur les forums? On peut utiliser notre moteur de recherche préféré pour savoir effectivement si des gens, des consommateurs se sont déjà plaints de ce site, de son responsable. Et ça peut être également très utile sur les sites d'enchères ou en tout cas les sites où vous avez des vendeurs qui sont des particuliers. Donc, très, très important, vérifier la réputation et voir si cette personne ou cette organisation, cette entité a déjà eu des conflits avec des consommateurs. Et enfin, ce site correspond-il à une véritable activité commerciale? Ça va mieux en le disant, ça semble l'évidence, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, notamment pendant des périodes promotionnelles, on assiste à une véritable démultiplication de faux sites qui reprennent souvent la charte graphique et copient les pages de sites réels officiels. Donc, bien vérifier dans la barre du navigateur où est-ce qu'on est. Est-ce que c'est bien l'URL, le nom exact à la lettre près du site sur lequel on veut aller. Et souvent, le principe, c'est effectivement de cliquer sur un lien qu'on a reçu sur un mail d'hameçonnage. On pense être sur le site d'un grand revendeur qu'on connaît, qui a pignon sur rue, alors qu'en fait, c'est une contrefaçon. Donc attention, attention, être vigilant, avec bien entendu des prix qui défient toute concurrence, mais malheureusement, dans la plupart des cas, il s'agit d'arnaques pures et dures, et on ne reçoit jamais la marchandise. Donc ça, c'est très important à vérifier. Pendant l'achat, quelles précautions élémentaires? Vérifier, effectivement, anticiper au mieux son achat pour être livré dans les temps. Tous les sites ne sont pas, architecturés ou en mesure d'honorer les livraisons dans les temps aux dates indiquées. Donc, faire attention à ça et s'assurer que même en période d'affluence ou d'achat massif, le site pourra réaliser cette livraison. Vérifier le mode et les frais réels de livraison pour pas avoir de surprise. Les frais de livraison, s'il y en a, doivent être intégrés effectivement à la somme que vous payez lors du règlement du prix de l'article. S'assurer également de l'exactitude du récapitulatif de la commande. Ça, c'est un écran obligatoire auquel vous devez avoir accès, avec un prix exact en euros et qui intègre l'ensemble des frais. Et enfin, dernier temps, valider la commande qui doit inclure l'obligation de paiement et la confirmation globale de la commande. Le paiement en tant que tel, il est déterminant de le sécuriser.
Tout d'abord, s'assurer effectivement au moment où l'on va rentrer ces données bancaires et financières que la connexion est bien sécurisée. Et ça, c'est le petit S qui est au bout du protocole HTTP qui assure qu'effectivement, le lien de connexion entre votre ordinateur et le site marchand est bien chiffré. C'est-à-dire que même s'il est intercepté par quelqu'un de malveillant, il ne pourra pas avoir accès à vos identifiants. Attention, HTTPS ne veut pas dire que le site sur lequel vous allez réaliser votre achat n'est pas un site frauduleux. Ça indique seulement que le tunnel de connexion entre votre ordinateur et ce site est sécurisé. Ne pas confondre le lien de connexion et la nature du site. Des sites malveillants peuvent utiliser le protocole HTTPS. Ça indique seulement qu'au moment où vous réaliserez votre paiement, personne ne pourra intercepter la communication. C'est la seule garantie que vous avez. Se limiter aux seules informations qui figurent sur la carte. Et ceci exclut, et c'est très important de le rappeler, exclut votre code confidentiel qui, comme son nom l'indique, ne doit être transmis à personne. Hein, vraiment, là, je me permets d'insister, le code confidentiel ne fait pas partie des informations à communiquer lors d'un achat en ligne. Voilà, c'est très important. Un code d'authentification supplémentaire envoyé par la banque, unique et strictement personnel. Ce code également est vraiment, vraiment personnel. Vous ne devez le communiquer à aucun tiers, pas même votre banquier s'il appelle. Il n'est pas habilité pour cela. Ce code est pour vous et uniquement pour vous. Et bien sûr, autant que faire se peut, notamment si vous réalisez un achat ponctuel, évitez d'enregistrer vos informations de paiement sur le site en question. Il faut savoir que derrière, vous êtes responsable de vos informations bancaires. Vous ignorez complètement dans quelles conditions c'est, si vous les enregistrez, le site en question va les stocker, va les sécuriser et les protéger d'attaques éventuelles. Donc vraiment, autant que faire se peut, évitez d'enregistrer ces informations, quitte à ressaisir l'ensemble de ces informations si vous réalisez un achat, un autre achat sur ce site quelques mois ou quelques mois plus tard ou l'année qui suit. Est-ce que par rapport à ce que je viens d'évoquer, Olivier, il y a des questions ou des remarques? N'hésitez pas. Alors, vous avez parlé des faux sites Internet, hein, ça je crois Oui, qu'on est dans l'actualité. Et une personne me dit, comment on se rend compte qu'on est sur un faux site Internet? Avant de vous laisser répondre, moi j'ai un conseil à donner. Pour accéder à un site Internet, il n'y a qu'une solution. On ouvre son navigateur et on tape l'adresse soi-même. Là, vous allez arriver, il me semble. Le pire des choses, c'est utiliser le lien cliquable, Laurent. Qu'est-ce que vous en pensez? ouais, tout à fait. Hein. Déjà, privilégiez vos favoris ou un moteur de recherche et vérifiez effectivement l'URL, c'est-à-dire le nom du site, hein, monsite.com, que ça corresponde bien à l'enseigne commerciale. Et évitez au maximum d'accéder à ces sites-là, notamment en période promotionnelle, par le biais de SMS, de liens inclus dans des SMS ou dans des mails. J'ai envie de dire que la première grosse différence avec un site, avec le site d'origine, et vous allez sourire, je pense, Olivier, ce sont les prix. Oui. Moi, j'ai dans mon entourage proche plusieurs personnes, malheureusement, qui se sont fait avoir sur des sites de ce type-là, avec un grand distributeur de vêtements de marque. Et en fait, ce qui les a fait craquer à chaque fois, ce sont vraiment des prix, mais alors moins 70%. Ça doit vous mettre vraiment la puce à l'oreille. Comment, même en période promotionnelle, comment se fait-il qu'on ait affaire à des prix aussi bas? Et ce qui leur a mis également la puce à l'oreille, malheureusement pas assez sérieusement, ce sont également au moment du règlement. Il y avait beaucoup de choses en anglais. C'était bizarre, alors que d'habitude sur ce type de site, avec cette marque-là, tout est en français. Voilà, vraiment, il y a des petits indices qui doivent vous faire allumer des petites lampes rouges et faire en sorte qu'on se méfie de plus en plus et que finalement, il faut mieux couper la connexion et aller sur le site d'origine. Et puis peut-être, Laurent, rappeler ce qu'on rappelle chaque année, mais il faut le faire. Que vous soyez sur... on achète beaucoup via son téléphone.
son smartphone, et un smartphone, c'est un ordinateur, et peut-être qu'il y a des logiciels de protection installés sur son smartphone. On y pense plus volontiers sur son ordinateur, sur son smartphone, j'en suis moins sûr. Est-ce qu'il y a des Oui. antivirus, des choses comme ça? Il me semble quand même. Alors, la problématique du téléphone portable, elle est double. D'abord, on n'a pas le même confort de vision et la possibilité de prendre un peu de recul par rapport à l'écran que sur un ordinateur normal. C'est-à-dire qu'on va être dans une situation où vraiment on a la chose dans ses mains, on est pour faire des vérifications, c'est plus compliqué. Voilà, on n'a pas, c'est moins facile entre guillemets de pouvoir reculer, vérifier, comparer. Et deuxième chose, effectivement, nous avons malheureusement aujourd'hui tendance à pas trop mal protéger nos ordinateurs, voire nos ordinateurs portables avec des antivirus ou des logiciels qui vont nous permettre de détecter les programmes malveillants. Mais nous manquons encore pour cette habitude, nous manquons encore de le faire avec les téléphones portables. Récemment, je réalisais une intervention publique et j'ai demandé, il y avait une centaine de personnes, et j'ai demandé qui a installé un antivirus sur son téléphone portable. Il y en a 3 qui ont levé la main. Sur 100 personnes, c'est très peu, c'est trop peu. Or, aujourd'hui, je connais beaucoup de personnes qui utilisent plus leur téléphone portable pour aller sur Internet et donc faire des achats que un ordinateur. Même nos jeunes aujourd'hui, ils n'ont plus d'ordinateur bureautique ou portable comme on connaît jusqu'à maintenant, et ils font tout à partir de leur téléphone portable. Alors, ce sont de très beaux téléphones avec des très gros écrans, mais en tout état de cause, on est toujours un peu prisonnier par cette perspective un peu coincée d'un écran qui est somme toute quand même assez petit. On n'a pas de souris, on n'a pas de clavier, c'est pas évident. Olivier, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que je peux continuer? Oui, je vous entends, Laurent, je vous en prie. Très bien. Un petit focus, parce on l'a évoqué à de nombreuses reprises depuis le début de cette intervention. L'utilisateur est au centre des cybermalveillances. Il en est la cible principale. Vous savez, dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information, il existe un adage qui dit que la vulnérabilité est entre le clavier et le siège. J'aime pas tellement cet adage parce que, d'abord, je trouve il, il met trop sur le devant de la scène la seule responsabilité de l'utilisateur, mais surtout, il oublie de dire qu'aujourd'hui, c'est l'utilisateur qui est la cible principale des arnaques. Euh, il faut bien avoir présent à l'esprit qu'il est plus simple pour les attaquants d'essayer de tromper quelqu'un que de créer un programme qui va contourner des dispositifs techniques ou logiciels de sécurité qui ont été certifiés par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Donc, je vous propose un peu d'explorer ensemble les différents leviers psychologiques qui sont couramment utilisés par les attaquants. Donc, effectivement, là, on a l'ensemble des données qui peuvent intéresser des attaquants dans une optique de réutilisation frauduleuse à notre préjudice ou à celui de nos contacts ou de nos connaissances. Identité, mail, les mots de passe bien sûr, le numéro de sécurité sociale, les informations sur la carte de paiement, des photos, des accès aux réseaux sociaux, mais également au niveau professionnel, le mail pro, les mots de passe, des détails éventuels sur l'employeur, les fonctions occupées, l'organigramme. Et pour tout cela, les attaquants disposent d'un arsenal qui peut se constituer d'achats de données dérobées ou précédemment volées sur le net, d'hameçonnage, on l'a évoqué, de ciblage sur Internet, malheureusement, souvent sur nos réseaux sociaux préférés, nous parlons trop de manière, voilà, vous savez, l'image d'Épinal qui consiste à envoyer le message « Coucou, je suis en vacances », ben, pendant ce temps-là, les cambrioleurs peuvent s'occuper de ma maison ou de mon appartement. Le piratage de comptes en ligne, l'usurpation d'identité ou encore d'autres programmes malveillants. Sur quel ressort psychologique vont tenter de jouer les attaquants? La méconnaissance, le stress, la peur, la culpabilité, qui sont des sentiments un peu négatifs, ou encore, et il faut le dire aussi, des sentiments traditionnellement positifs, comme la curiosité, l'envie, le souhait de réaliser un profit, ou encore une passion. Hein. Il est important de le dire et de le rappeler, on ne peut pas obtenir le dernier téléphone
dernier smartphone, dernier cri, à moins d'1 euro. C'est forcément une arnaque. Mais il est important de le rappeler et de le dire. Et c'est souvent là-dessus que vont tenter de jouer sur un ou plusieurs de ces sentiments au ressort psychologique, si vous le voulez, que vont tenter de jouer les attaquants pour arriver à leur fin et obtenir de nous ce que j'ai évoqué tout à l'heure, les informations bancaires, financières, confidentielles, personnelles. Alors, quelques exemples, malheureusement trop bien connus à notre niveau et surtout au vôtre. Donc, la mise à jour frauduleuse de la carte vitale, on l'a évoqué. Le fameux faux centre d'opposition, hein, qui va vous demander de les contacter pour stopper une arnaque en ligne ou un achat en ligne à votre préjudice. La fausse convocation ou le mandat de poursuite judiciaire qui va vous demander de rentrer en contact avec des soi-disant enquêteurs qui vont vous faire payer une amende. La fausse amende, effectivement, avec le code de la route, ou encore des concours qui vont vous faire miroiter des voyages à l'autre bout de la Terre pour quelques euros. Donc, ça, c'est vraiment important. Vous voyez bien par rapport à ce que je viens d'évoquer, on va jouer sur le stress, la culpabilité, l'envie, la passion, l'espoir d'obtenir quelque chose qu'on n'aurait pas pu obtenir en temps normal. Par ailleurs, nous nous rendons compte à cybermalveillance.gouv.fr qu'aujourd'hui, nos concitoyens ont du mal et prennent trop peu souvent la peine d'inventorier leurs données, quelles sont mes données, comment dois-je les protéger. Ça, ce sont des questions aujourd'hui par rapport à l'amplification qu'ont pris nos activités numériques. Ce sont des questions que l'on doit à tout prix se poser. Quelles sont mes données et où sont-elles situées? De quel type de données auxquelles je dois m'intéresser? Quelle utilisation j'en ai? Sur quel terminal ou terminaux sont-elles localisées? Mon téléphone, ma tablette, mon ordinateur de bureautique? Comment puis-je les protéger? Et comment puis-je protéger les accès qui mènent à ces données? Quel type de sauvegarde dois-je réaliser avec ces données? La nature de cette sauvegarde, sur quel type de support, à quelle fréquence? Et enfin, et ça c'est un sujet qui revient de plus en plus souvent aujourd'hui, en cas de transmission, est-ce légitime de transmettre toutes ces données? Si c'est le cas, comment m'y prendre de manière sécurisée? Est-il normal que pour eux, la simple visite d'un appartement, je sois invité à transmettre mes bulletins de salaire sur les 2 dernières années, mes attestations fiscales, un scan de mon passeport ou de ma carte nationale d'identité? Voilà, est-ce que c'est proportionnel au service que je sollicite? Ça, c'est vraiment des questions aujourd'hui qu'il faut se poser de plus en plus souvent. Olivier, y a-t-il des questions sur ce que je viens d'évoquer ou des remarques? Il y a quelqu'un qui me demande, alors là j'avoue que j'ai un peu de mal à cerner la question, parce que je ne suis pas technicien, est-ce qu'il est prudent de synchroniser ces appareils, hein, les uns avec les autres, au niveau de la protection de ces données et tout? Est-ce que c'est quelque chose de prudent? Alors là, pour le coup, la synchronisation, pour moi, c'est pas tant une histoire de prudence, enfin en tout cas un sujet de prudence que de facilité d'emploi. La vraie question de sécurité par rapport à la synchronisation, c'est est-ce que je vais les sauvegarder uniquement sur mon réseau local, sur mes supports, ou est-ce que je les synchronise avec une sauvegarde qui est dans le cloud, sur Internet, auprès de quel prestataire ça se fait, et quelles sont les mesures de sécurité qui s'y appliquent. Et si mes données sont sécurisées sur un support, un terminal, il faut que leur synchronisation implique également une sécurisation sur les autres. Oui, parce qu'il me semble que l'année dernière, vous nous en aviez parlé. On avait une question sur le cloud et vous nous aviez dit, mais le cloud, c'est une technologie. Tout Oui, dépend du niveau de sécurité qui est attaché par les différents prestataires à ça, quoi, en fait. tout à fait, tout à fait. Et ça, il n'y a pas 36 000 manières de le savoir. Avant de souscrire un contrat ou d'héberger ces données sur Internet, il faut soigneusement lire les conditions d'utilisation et s'assurer qu'un minimum de dispositions de sécurité sont mises en œuvre pour protéger les données que je vais stocker sur Internet. Très bien. Merci beaucoup. Alors, que faire si je suis victime? La première chose et la plus importante, c'est déjà de ne pas rester seul et de tenter de ne pas paniquer. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Tenter de prendre de la distance par rapport à l'événement. En parler à un tiers,
à une connaissance, à un tiers de confiance, venir chercher de l'information sur cybermalveillance.gouv.fr. Déjà, le fait de se rendre compte qu'on n'est pas seul dans ce cas-là peut mettre la puce à l'oreille et faire en sorte qu'on n'aille pas plus loin. Même si on a commencé, même si on a transmis des éléments, qu'on culpabilise, il faut savoir s'arrêter. En cas de doute, vérifiez la cohérence de l'émetteur, du message et du contexte, surtout s'il s'agit d'un contact que l'on connaît. Vous savez, cette arnaque qui consiste à recevoir un mail d'un proche en difficulté à l'autre bout du monde. Est-ce qu'il m'avait informé qu'il partait? Je vais essayer de le contacter autrement. Voilà. Prendre de la distance, éviter de foncer tête baissée dans le panneau. Comme on l'a vu, se méfier des messages anxiogènes, trop alarmistes ou au contraire trop alléchants. Ne pas hésiter à s'informer ou à trouver de l'assistance sur un site, sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr et signaler dans une optique de sécurité collective, signaler le mail ou le SMS frauduleux, soit sur le 33 700 ou vers Signal Spam. Ça peut vraiment être utile. Signal Spam, il travaille avec tous les opérateurs de routage de mails sur Internet et peut faire cesser des campagnes d'hameçonnage. Donc, c'est important de le faire. Venir consulter nos articles, et là, j'ai volontairement mis l'article sur les achats en ligne, comment s'en prémunir en temps normal, que faire si je suis victime, qu'en dit le code pénal avec un ensemble de liens et de ressources utiles. Réaliser un parcours d'assistance victime, ça c'est vraiment le schéma que j'ai évoqué au départ. On va d'abord établir un diagnostic, vous adresser des recommandations d'urgence, des propositions d'orientation vers des plateformes dédiées à ce type de cybermalveillance. Ça peut être la brigade numérique de la gendarmerie nationale, ça peut être la plateforme Pharos, internetsignalement.gouv.fr, ça peut être encore Signal Spam, ça peut être le 3018 de e-enfance pour tout ce qui est cyberharcèlement. Le plus important, c'est vraiment de diagnostiquer et ensuite de mettre en œuvre ces plateformes si vous le souhaitez. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, déposer plainte, ça peut être la plateforme TZ également qui permet aujourd'hui de déposer plainte pour un certain nombre d'infractions. Et enfin, une mise en relation avec un prestataire référencé sur la plateforme et pour nos publics professionnels, un labellisé expert cyber. Alors, on a parlé de cybermalveillance, on a parlé de que faire si je suis victime, et je vais terminer cette présentation en vous présentant un certain nombre de ressources ou de services qu'aujourd'hui nous mettons gratuitement à votre disposition. La première, c'est une ressource que nous avons mise en ligne en mars dernier. Il s'agit d'un programme complet de e-sensibilisation qui est composé de 3 modules, un petit peu à l'image de ce que je fais devant vous ce soir. Un premier module, comprendre quelles sont les menaces les plus courantes sans aucune connaissance technique nécessaire ou préalable, quels risques elles font courir. Elles me font courir à titre personnel ou professionnel, et que faire si je suis victime. Deuxième module, une fois que j'ai fort de ces connaissances, comment agir au quotidien pour mieux me protéger, que ce soit de manière transverse, avec les mises à jour, les mots de passe, les sauvegardes, ou dans mes usages spécifiques, téléphone portable, réseaux sociaux, ou encore le distinguo qu'on doit faire entre le domaine professionnel et le domaine personnel. Et enfin, le troisième module, peut-être le plus ambitieux, parce que c'est celui pour lequel on avait le moins de ressources, comment devenir à mon tour un relais de ces informations et surtout de ces bonnes pratiques. Comment et pourquoi sensibiliser avec une petite synthèse de qui fait quoi au niveau national en matière de lutte contre les cybermalveillances. Tout ça, c'est très facile d'accès. Vous vous créez un compte et un accès personnel sur la plateforme et vous avez accès à l'intégralité, je le répète, c'est gratuit, à l'intégralité des 3 modules. À l'issue de ce parcours, vous pouvez télécharger une attestation de suivi qui vous permettra d'indiquer que vous avez suivi cette e-sensibilisation. Le cyberguide famille, très important aussi, c'est vraiment un contenu sur lequel on a travaillé avec nos membres, notamment au niveau associatif, ainsi que le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Le but, il est simple, d'une manière, vous voyez, illustrée, conviviale, pouvoir un petit peu réinstaller les échanges au sein du cercle familial et de manière intergénérationnelle autour de nos usages, des différents supports et des principales recommandations que nous adressons plus particulièrement à nos jeunes. Nous avons également créé et conçu
pour les aidants numériques ou toutes les associations qui reçoivent du public cette mallette de sensibilisation qui est composée d'activités pédagogiques sans écran, hein, puisqu'il y a vraiment des supports de médiation, des illustrations simples, explicatives, un jeu de cartes qui est destiné à mieux faire comprendre les enjeux et les bonnes pratiques au plus grand nombre. Ah, Laurent vous a perdu. Zut. Laurent? Laurent, on vous entend plus. Zut. Laurent ne vous entend plus. Je sais pas si les participants nous entendent. Mince. Alors, attendez, je vous prie de m'excuser un petit instant. Ok, bon bah écoutez, si vous m'entendez bien, tout va bien. Écoutez, moi j'ai un petit problème, c'est pas grave. Allez-y Laurent, vous continuez, je vous en prie. Alors, je vais repartager mon écran. Attendez, hop. Désolé pour cette petite interruption, j'étais pas très loin de la fin. J'évoquais la mallette cyber. Olivier, n'hésitez pas à me dire quand le son revient pour vous. C'est bon, tout est revenu. Ah, bah super, très bien. Les aléas du direct, comme C'est dirait ça. l'autre. J'indiquais donc que nous avons créé cette mallette à destination des conseillers numériques et des professionnels de l'inclusion et de la sensibilisation, parce que effectivement, on a aujourd'hui une partie de nos concitoyens, 16 millions, si on se fie au dernier rapport de l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui est membre de dispositif, 16 millions de nos concitoyens qui sont en décrochage ou en posture anxiogène avec le numérique. Et c'est donc pour nous, c'était très important d'aller les toucher par l'intermédiaire de ces animateurs avec la possibilité de monter des ateliers. Un petit rappel également sur toutes les fiches et les mémos que nous tenons à votre disposition gratuitement. Là, j'ai volontairement mis celles concernant nos appareils mobiles, comme vous avez eu raison de l'évoquer tout à l'heure, Olivier. Ces supports sont aujourd'hui particulièrement ciblés par les attaquants et pour nous, il est souvent plus difficile de détecter, de déceler des arnaques sur des écrans ou avec des supports que l'on protège moins bien. Nous avons également à votre disposition une rubrique destinée à nos plus jeunes publics avec un ensemble d'activités pédagogiques. L'ensemble de ces éléments est gratuit. Les jeunes, c'est la relève. Il est important aussi de bien les éduquer, de leur donner des points de vigilance par rapport à l'utilisation des outils numériques. Et voilà, cette rubrique contient un ensemble d'outils à votre disposition. Et enfin, un dernier mot sur le cybermois. Depuis 2 ans maintenant, cybermalveillance.gouv.fr pilote l'édition annuelle, tous les mois d'octobre, du mois européen de la cybersécurité, qui est à l'origine une invitation, un événement poussé par l'agence de cybersécurité de l'Union européenne, qui s'appelle l'ENISA. Et effectivement, nous organisons et nous animons depuis 2 ans maintenant, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information qui le pilotait jusque-là, ce mois d'activité, de sensibilisation, de pédagogie pour tous nos publics. Hein, vraiment, on multiplie les manifestations. Donc, si vous l'avez loupé cette année, c'est pas grave. Vous aurez l'occasion de vous rattraper en 2025, en octobre 2025, avec tout un tas de manifestations, des quiz en ligne et la possibilité d'interagir avec nos différentes publications. Je vous laisserai également, Olivier, envoyer aux participants qui le souhaitent ce support de présentation avec, bien entendu, les liens utiles, et notamment par rapport à ce que j'ai évoqué sur la sécurisation des envois sur nos documents administratifs, d'identité.
j'évoque quand même les nouveaux services proposés par beta.gouv.fr et France Identité qui permettent de taguer, c'est-à-dire de marquer des documents avant envoi et ainsi de les réserver à un usage unique et d'éviter qu'ils puissent être réutilisés à des fins frauduleuses autres que celles pour lesquelles on les a envoyés. Et ça, c'est important. Hein. Filigrane.beta.gouv.fr connaît un vif succès aujourd'hui, c'est important de le dire. On vous donne les moyens de pouvoir sécuriser ces envois ou de garder la maîtrise de vos données d'identité avec franceidentité.gouv.fr. Voilà, j'ai très rapidement, et je m'en excuse, fait le tour parce qu'il y a beaucoup à en dire et beaucoup à développer, fait le tour du sujet, je pense, qui nous intéresse ce soir avec le petit focus sur la sécurité lors d'un achat en ligne. Je vous remercie déjà et une fois de plus de cette possibilité qui nous est offerte de nous adresser directement à nos concitoyens et je reste à votre disposition pour toute question par rapport à la suite et à la fin de ce webinaire. Alors, Laurent, une petite chose pour moi avant que j'oublie. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui nous demandent comment recevoir votre support. Alors, pour recevoir le support, je vous invite simplement à nous envoyer un email à clcv@clcv.org, ORG. Hein, je répète, clcv@clcv.org. Là, vous recevrez le support par retour. Et Laurent, j'aimerais terminer, s'il vous plaît, par deux questions qui sont importantes, il me semble. Bah, déjà, vous avez énormément de gens qui sont clients de cet opérateur télécom qui s'est fait pirater il Oui, n'y a pas longtemps et qui sont très inquiets. Et je ça, comprends. j'aimerais bien qu'on prenne quelques minutes pour faire un développement sur ce qui et là, j'imagine que au niveau de la sécurisation, c'est l'opérateur qui s'est fait avoir. Donc là, c'est pas en cause. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre? Et j'aimerais qu'on fasse. Vous en avez fait mais un petit focus aussi sur les mots de passe parce que je voudrais convaincre les derniers récalcitrants du fait qu'il faut avoir un mot de passe un peu plus long. J'ai un peu honte à le dire, mais j'ai fait partie de ces récalcitrants et je me suis fait pirater mon compte. Alors, je vous parle d'un compte, je vous parle d'un, c'est pas mon compte en banque, hein. Mais voilà, il faut avoir des mots de passe qui sont beaucoup plus importants, si vous pouvez en parler. Tout à fait. Et peut-être la sécurisation de son adresse mail principale, tout simplement parce qu'elle va vous permettre de réinitialiser beaucoup de choses. Ces trois questions-là, s'il vous plaît, et après on s'en arrêtera là. Alors, le piratage. Alors, le piratage de cet opérateur, je viens de mettre dans le chat l'article que nous avons immédiatement produit et mis à disposition de nos publics par rapport à cette violation de données. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en cas de piratage et d'accès à des données clients, un opérateur, une organisation a l'obligation de déclarer cette attaque et la compromission des données à la CNIL et d'en informer ses clients, en tout cas tous ceux dont les données ont été impactées. Et donc, vous trouverez dans cet article un ensemble de recommandations et de conseils que nous nous permettons de vous adresser si jamais vous êtes victime. Bien entendu, à partir du moment où un certain nombre de données confidentielles sont susceptibles d'avoir été captées par les attaquants, nous vous invitons, comme j'ai envie de dire première mesure, à modifier et à changer l'ensemble des mots de passe aux différents services et accès que vous avez qui peuvent être concernés par cette fuite de données. Le but, c'est de limiter la casse, d'éviter d'aggraver la situation en permettant aux attaquants d'accéder frauduleusement à d'autres espaces, à d'autres d'espaces que vous avez, dont vous êtes les propriétaires et les titulaires. Et ceci, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est effectivement de modifier impérativement et très rapidement tous les mots de passe. Alors, ça me fait une excellente transition pour la deuxième question, Olivier, puisque les mots de passe, pourquoi doivent-ils être complexes et difficilement devinables? Alors, très rapidement, j'aimerais évoquer deux techniques d'attaque qui sont couramment utilisées par les attaquants pour accéder à un service ou un compte en ligne. La première, c'est ce qu'on appelle une attaque par dictionnaire. C'est-à-dire que des listes de mots de passe préférés des usagers circulent sur Internet. On a tous eu un mot de passe correspondant à un héros de littérature, de film, de bande dessinée. Voilà, je vous vois sourire.
Eh ben, malheureusement, ces hits, entre guillemets, ces mots de passe très populaires font partie de bibliothèques, tout simplement, de dictionnaires. Et donc, les attaquants vont essayer ces mots de passe les plus récurrents, ou malheureusement ceux que nous mettons des prénoms, comme les prénoms de nos animaux de compagnie ou d'enfants. Et dans un certain nombre de cas, ça va leur donner l'accès à ces services que nous avons protégés de manière un peu négligente. La deuxième technique, c'est ce qu'on appelle l'attaque dite par force brute. Et là, c'est vraiment le fait d'incrémenter comment dire, des combinaisons de chiffres, de lettres, de caractères spéciaux. Par exemple, on va commencer par 0000, puis ensuite 11111, puis 2222. Mais aujourd'hui, les débits permettent de démultiplier, entre guillemets, les tentatives jusqu'à tomber sur la bonne formule. Et malheureusement, effectivement, une date de naissance peut être très rapidement trouvée dans ce type d'attaque. Donc voilà, pensez vraiment à élaborer, à adopter. Aujourd'hui, on n'a plus tellement le choix devant la démultiplication des accès et des services. Pensez à adopter une stratégie personnelle de création et de gestion de ces mots de passe en priorisant les services. Bien entendu, ma boîte mail principale est beaucoup plus importante que mon compte d'accès à mon club de motards normand. Surtout que sur ce deuxième site, il n'y aura aucune information sensible me concernant. Voilà, faire un petit peu la part des choses et surtout protéger au plus juste avec des mots de passe robustes, complexes, comme on l'a dit, euh, et ne pas hésiter à les changer au moindre doute, au moindre soupçon, comme par exemple une fuite de données chez un opérateur. Merci Laurent. Et puis effectivement, donc chez cet opérateur en question, les gens nous parlent du vol des IBAN, hein, évidemment. Donc ça, Mmh. moi, je ne peux que vous inviter à regarder scrupuleusement vos comptes en banque et à signaler immédiatement à votre banque tout prélèvement dont vous ne seriez pas l'auteur. Malheureusement, ça, c'est la chose à faire. Et puis, cette fuite de données, eh ben, on va reboucler avec ce qui a été expliqué par Laurent au départ. Ben, c'est par exemple du pain béni pour les pirates qui veulent se faire passer pour des faux conseillers bancaires. Ils ont plein de choses Mmh. pour vous. Donc, faut redoubler de vigilance sur tout ça. Mais Laurent, si on voulait être un peu un bon mot de passe, c'est un mot de passe qui a combien de caractères? 10, 15? Alors, si on se fie aux recommandations de l'autorité nationale, hein, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, un mot de passe robuste est composé entre 12 et 16 caractères qui Ah oui. mélangent les chiffres, les lettres, les majuscules, les minuscules et les caractères, ce qu'on appelle les caractères spéciaux comme l'arrobase ou le point d'exclamation. Ah oui, voilà, c'est ça. Un bon mot de passe, c'est pas en dessous de 12 ou 16 caractères. Et Voilà. encore, c'est juste un mot de passe qui va être un peu plus long à percer. C'est pas le mot de passe inviolable, en fait. C'est ça. Alors, c'est sans être inviolable, le fait de pouvoir deviner ce mot de passe réclame quand même des ressources qu'aujourd'hui très peu de calculateurs ou d'organisations sont capables de fournir. Donc D'accord. c'est quand même une sécurité, non pas absolue, mais c'est une bonne sécurité. Une bonne sécurité, d'accord. Alors comme nous ne sommes pas à mon image, hein, j'ai pas une mémoire euh, étendable à l'infini. Euh, la meilleure solution, quand on est un peu dans mon cas et qu'aujourd'hui on a beaucoup de mots de passe à gérer, c'est d'adopter, en tout cas d'utiliser ce qu'on appelle un gestionnaire de mots de passe. Alors qu'est-ce que c'est que cette drôle de bestiole? C'est un petit logiciel qui va vous permettre de stocker dans un coffre-fort numérique sur votre disque dur euh, l'ensemble de vos couples identifiants mots de passe. Comme ça, on n'a plus besoin de les retenir. Et le tout est verrouillé par ce qu'on appelle un mot de passe maître. Alors attention, celui-là, il ne faut pas l'oublier, parce que si vous oubliez, bah oui, si on perd la clé du coffre-fort, on n'a plus accès à tout ce qu'il y a dedans. Et il en existe un qui a été certifié par l'ANSSI, qui s'appelle KeePass, Keepass, que vous pouvez aller télécharger, il est gratuit, que vous pouvez aller télécharger directement sur le site de l'ANSSI, cyber.gouv.fr. Vous tapez dans leur moteur de recherche KeePass, et normalement vous arrivez directement à la bonne rubrique. Bon. Eh bien, Ça peut être écoutez, une solution. écoutez, Laurent, merci. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, je m'en excuse, mais ça va être la fin de notre
webinaire. Et puis c'était vraiment les points importants qu'on voulait voir. Donc ben voilà, donc je vais avoir le petit mot de la fin si vous le voulez bien. Donc c'est la fin de notre webinaire acheté sur Internet sans se faire arnaquer. Je remercie Laurent Verdier pour son exposé, ses précieux conseils et j'insiste sur l'intérêt pour nous tous d'aller régulièrement consulter le site cybermalveillance.gouv.fr qui est un site très bien fait et qui évolue constamment. Je veux remercier en interne Cathy, notre journaliste, Laura, notre webmaster, pour leur implication dans la préparation de ce webinaire. Et je vous remercie bien évidemment vous tous pour votre présence. Vous êtes sensiblement plus nombreux que l'année dernière. Merci pour votre présence et merci pour vos questions pertinentes. Je vous souhaite des achats sur Internet les plus paisibles qui soient et avec un peu d'avance des bonnes fêtes de fin d'année. Merci beaucoup. Merci Olivier, merci beaucoup à CLCV. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.